Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode de Notre Autre Relève. Thomas Lafont à l'animation en compagnie de Laurie Doré et Philippe Gendron, vous allez bien? Oui, toi. Oui, ça va très bien, merci. La saison de baseball qui est officiellement commencée depuis maintenant 4-5 jours maintenant. Est-ce que vous avez écouté un peu de baseball en fin de semaine? Oui, un petit peu. Disons Ouais. qu'on s'est gâté un peu. Ouais, moi aussi. Oui, moi, j'ai suivi, bien sûr, les Yankees, comme d'habitude. Mhm. Aussi les Blue Jays, un petit peu. Mais c'est un bon début de saison, c'est le fun. Il était temps que ça commence. Ouais, vraiment. Pour ma part, j'ai suivi un peu la série entre les Yankees et les Giants, surtout la première game sur Netflix. On peut en parler rapidement, là, mais bon, on sent que le broadcast était horrible. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je sais pas si vous l'avez regardé, là, mais la manière que c'était présenté, c'est probablement le pire que j'ai vu de ma vie. Là. Place à amélioration, ça c'est certain. Hein? Ouais, ça c'est sûr. Mais ça, c'est Mais sur Netflix, tu dis? Parce que moi, j'ai pas été capable. non, ben en fait, aux États-Unis, c'est sur Netflix. Ouais, Au ok, c'est Canada, ça. c'est sur Ça. Sportsnet. Ok, ouais. Ouais. Ok, parce que genre, Mais moi, je l'ai pas écouté sur Netflix, là. ok, ouais. Mais non, c'est sûr. Moi aussi j'étais perdu au début, mais finalement, Même chose. c'est sur Ouais. Sportsnet, mais ouais, le scoreboard, le scoreboard, c'est pas lisible. Tu peux pas voir qui était au bâton, qui lançait. Puis le placement de produit de Netflix était terrible tout le long du match. Au moins c'est le fun d'entendre Matt Vasgersian au commentary. Là, pour ceux qui ont joué à MLB The Show à l'époque, comme moi et Phil, on sait que c'est une voix rassurante, une voix de baseball. Donc c'est ça. Écoute, comme tu as dit, Phil, il y a seulement place à l'amélioration pour Netflix. Parce qu'ils ont un contrat, je pense, pour quelques années encore. Avec la MLB pour présenter des matchs spéciaux comme ça. Je pense que c'est le All-Star Game aussi qui va être ça cette année. Donc, j'espère que ça va être meilleur que ça. Aujourd'hui, on continue notre tour d'horizon des éditions. On a pris un peu de retard. On s'en excuse. Mais bon, c'est pas grave. Anyway, c'est juste la première semaine de la saison. On n'est pas si en retard que ça. Et on y va avec l'Ouest américaine, une division qui risque d'être assez semblable à l'an dernier du côté du classement. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis très, très haut sur les Mariners. Et parlons-en de ces Mariners, à commencer par le personnel de lanceur. Question pour vous. Pensez-vous que Cy Young est à Seattle? Hey, t'en poses une bonne en partant, hein? Ouais, Hey, je vais m'avancer je pense ça là-dessus. fort. Je vais m'avancer et je vais dire que le Cy Young n'est pas à Seattle. Par contre, ça me fait. J'ai un petit peu dans ma tête là, au hockey, on a le trophée du Vézina du meilleur gardien, mais aussi le trophée pour le meilleur duo de gardiens. Puis je pense que, genre, dans ma tête, c'est ce qui va aux Mariners, c'est le trophée de la meilleure rotation de partants. Mais est-ce qu'il y a un de ces partants qui va gagner le trophée Cy Young? Je crois pas. Mais si on regardait, genre, en ensemble, la rotation, c'est selon moi la meilleure dans le baseball majeur. Ouais, 100%. Je suis 100% d'accord. Parce que tu regardes ça de 1 à 6, si c'est pas 7. C'est d'excellents partants. On l'a vu dimanche avec Emerson Hancock, qui était un peu le point d'interrogation dans cette rotation-là. Ce gars-là a un stuff incroyable. Ça bouge. Son release, c'est quand même assez intéressant, ce qui fait hésiter les frappeurs. Le reste de la rotation, c'est Ryan Wu, selon moi, c'est mon choix pour Cy Young cette année. Un petit spoiler pour le prochain épisode. Sinon, George Kirby, Logan Gilbert, avec Wu, c'est un trio de danseurs incroyable. Louis Castillo, on sait ce qu'il est capable d'amener.
Il a fait avec les Reds, notamment à l'époque, puis depuis quelques années avec les Mariners. Puis Bryce Miller, quand il est en santé, pour venir un peu terminer cette rotation-là. Comme tu as dit, Phil, c'est le 5-6 man le plus solide des majeurs, selon moi. Toi, Larry? Ouais, ben, je checkais leur points au classement. Pas leurs points, mais leurs victoires et défaites au classement. Pensez-vous qu'on peut être inquiet par le début de saison ou c'est juste un début de saison plus lent puis ils vont reprendre où ils ont laissé l'année passée? Ils sont à 3-2, je ne me trompe pas. Présentement, ouais. C'est pas mauvais, là. C'est juste, je m'attendais peut-être à plus. Ouais, puis. À peut-être meilleure fiche, une meilleure fiche, peut-être. Là. Ben, c'est sûr que là, contre les Guardians, si on splittait la série, je ne me trompe pas, 2-2, Chase DeLauter, qui d'ailleurs dans cette série-là a été incroyable. Là. Il a égalé un record pour le plus de circuits à ses 4 premiers matchs de saison régulière, je pense, du côté des Guardians. Puis, je pense que c'est du baseball de début de saison. En début de saison, les frappeurs ont tout le temps plus d'avantages sur les lanceurs, puisqu'ils n'ont pas vraiment atteint leur rythme de croisière. Puis ça a été des matchs à haut pointage, surtout. Mais je pense que du côté des Mariners, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Ça reste quand même une des meilleures équipes de l'américaine, selon moi. Là. Je crois même que c'est la meilleure. Mais bon, je pense pas qu'il y a matière à s'inquiéter. On est 5 games dans l'année. Il en reste encore au-dessus de 150. Il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Une des questions, par contre, du côté des Mariners, c'est Cal Raleigh. On sait ce qu'il a fait dans le dernier, 60 circuits. Aurait dû, selon moi, remporter le titre d'MVP de l'américaine. A été absolument incroyable. Pensez-vous qu'il peut garder ce rythme-là ou il va prendre un petit pas de recul? Moi, je pense à un petit pas de recul. Là. Moi, je pense que la saison dernière, c'était vraiment une saison exceptionnelle. Puis, j'ai oublié le terme en français, mais il y a overachieve. Là, c'est ça. J'ai pas le terme, là, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, moi, je le cherche. Je le cherche en ce moment, là, mais en tout cas, vous comprenez. Puis, non, je pense que là, en ce moment, il joue pas super bien. Puis, dans la WBC non plus, il n'a pas super bien joué, mais je pense qu'éventuellement, ça va revenir, mais pas au stade de qu'est-ce qu'il a montré l'année passée. Là. Je pense que il va revenir plus à son jeu d'avant. Là. En tout cas, c'est ce que je vois parce que c'est ça. Je vois pas. En tout cas, c'est pas mon joueur préféré, fait que je suis un peu bias de ce côté-là, là, mais honnêtement, je le vois pas plus aller. Je le vois pas chauffer les fesses à Judge encore. Là. Non, je pense que ça va être extrêmement difficile. Ouais. Toi, Phil? Ben, frapper 60 circuits, c'est sûr que c'est pas une tâche facile là, pour n'importe quel frappeur, là, mais je pense qu'il peut rester dans les environs de 45 à 55 circuits, selon moi. Il y a le potentiel pour garder ça, mais je pense que s'il y a une saison de 40 circuits, on peut pas se plaindre là, d'un sens. C'est un excellent receveur défensif aussi, puis avec beaucoup de puissance. S'il frappe en haut de 35-40 circuits, pour moi, ça deviendra. C'est pas un feu de paille. Là. C'est sûr que le feu a pogné l'année passée avec 60, mais ouais. Ça reste quand même un bon petit feu là, à 35-40 circuits. Mm-hmm. Ouais, parce que la position de receveur, c'est pas la position la plus offensive. Je pense que le record, c'était 52 circuits par Johnny Bench avant Cal Raleigh. Et ce qu'il a fait, c'est un record. Et, évidemment, puis de jouer à un aussi haut niveau défensivement également,
c'est quand même très bon. Comme que tu te files un 30, 35, 40 circuits, je pense que c'est très réaliste. Puis ça serait très. Je pense que les Mariners seraient très heureux avec cette production-là. Du côté de Cal Raleigh, ben, c'est sûr que tu demandais de frapper un 60 circuits encore, c'est insane. Je pense pas que quelqu'un qui suit le baseball de manière semi-régulière s'attendrait à ce qu'il frappe 60 circuits pendant 2 saisons de suite. Là, c'est pas Barry Bonds, c'est pas Aaron Judge, c'est pas Shohei Ohtani. Même Shohei Ohtani l'a jamais fait. Donc, c'est vraiment un rythme qui est difficile à soutenir. Mais un 40 circuits, je pense que les Mariners seraient très heureux avec ça. Parlant des Mariners, j'ai dit un peu plus tôt, je pense que c'est la meilleure équipe de l'américaine, l'équipe la plus complète du moins. Je vais avoir votre avis un peu sur la question. Là. Ben, moi, je suis d'accord, là. Je veux dire, ils ont quand même un bon noyau. Tu sais, oui, avec Riley. Il y a Josh Naylor aussi qui est là avec lui. Il y a Rodriguez. Moi, je pense que Rodriguez va prendre encore un autre step. J'irais même jusqu'à dire que c'est probablement le meilleur joueur de l'équipe. Là. Mais ça, on verra au cours de la saison. Là. Mais ouais, ils ont un bon noyau. Puis comme on a dit tantôt, ils ont le meilleur noyau de lanceurs dans la ligue. Là. Donc, je veux dire, moi, je vois bien les Mariners premiers. Puis, je veux dire, c'est un peu dur d'aller contre eux, mettons. Là. Totalement d'accord. Tu pourrais mettre un alignement de frappeurs très médiocre. Puis cette équipe-là, je pense qu'elle serait quand même capable de se rendre en série. Fait que je pense que ça en dit long sur l'équipe, là, mais Ouais. ils ont fait l'acquisition de Brandon Donovan qui va venir donner un coup de main à l'avant-champ, probablement au 3e but. Ouais. Mais c'est ça, il n'y avait pas nécessairement besoin d'ajouter beaucoup. Ils ont déjà un bon noyau en place. Puis c'est beaucoup de bons joueurs de rôle aussi, là, qui ont des joueurs qui vont sortir du banc, qui vont jouer un rôle plus contre les lanceurs droitiers, d'autres plus contre les frappeurs gauchers. Je pense par exemple à Victor Robles, Dominic Canzone, qui vont souvent s'alterner, Luke Rayleigh. Donc, Ref Snyder aussi, qui est un des meilleurs platoons contre les gauchers des majeurs. Donc, je pense que c'est une équipe qui est bien montée puis qui ont un excellent staff de lanceurs, que ce soit les partants, les releveurs aussi, Andres Munoz, Matt Brash, qui est très bon aussi. Puis, ils ont un leader, Cal Raleigh, qui est un des très bons receveurs là, pour aller voler des prises puis caler des bons matchs. Fait, au final, je pense que c'est une recette gagnante. Là. Je m'éloigne un peu du sujet, mais tu parles de Cal Raleigh qui est bon pour framer des lancers. À quel point est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est utile avec l'arrivée du ABS? Ben, je pense que c'est quand même très important. Ça enlève un peu de crédit aux receveurs, le ABS, mais au final, à 2 challenges, tu as le droit de te tromper 2 fois. Là, donc, les joueurs, je pense pas qu'ils. De ce qu'on a vu du début de saison, puis des matchs en entraînement, les joueurs vont attendre d'être dans des positions très importantes avant de prendre ça. Tu ne veux pas gaspiller un challenge pour ta première apparition au bâton en 2e manche avec 2 retraits. Personne s'est bu sur une balle. Tu es d'un contre 1 et 1. Tu ne veux pas gaspiller ça. Fait que ça vient quand même impacter le match lentement, mais sûrement. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais ouais, je comprends. C'est à coup de petits lancers sans nécessairement être toujours des gros lancers dans des gros spots, mais au final, je pense que ça reste quand même un outil très, très intéressant et très demandé aussi. Parce que le framing, c'est une métrique qui est très importante. Au niveau des catchers, je pense que c'est Jeff Mattis qui s'est fait une carrière juste à cause de ça, parce que tous les autres niveaux, qu'ils soient offensifs ou défensifs, c'était horrible. Austin Hedges aussi. Ouais. Donc, avec l'arrivée du EBS, on pensait tous que ce genre ce skill-là allait être moins important. Mais comme on a vu avec Kirk,
dans la série contre les Aces. Il l'a fait à plusieurs reprises. Puis je pense que même s'il est capable de non seulement tromper l'arbitre, mais aussi tromper le joueur pour se dire non, c'est une prise, même si c'est une balle qui est en dehors de la zone, qui ne challenge pas, parce que ça reste quand même quelque chose d'important. Oui, puis je vous confirme que c'est un champ d'intérêt qui est encore un champ de recherche qui est très recherché pour les équipes là, de ce que de ce que je me suis fait dire. Là, c'est quelque chose qui travaille très fort là, à essayer d'estimer un peu encore une fois, puis de travailler sur les receveurs. Là. Je sais que c'est un champ de recherche qui est très, très poussé, là, c'est les receveurs. Bon, ben c'est bon à savoir. Pour répondre à ma question concernant les Mariners, je pense que ça joue entre eux et les Blue Jays pour la meilleure équipe d'américaine. Les Mariners ont des plus grosses vedettes, mais peut-être moins de profondeur. Je pense que les Blue Jays, de 1 à 9, je pense pas qu'il y a un frappeur qui est vraiment moins productif que les autres, ou même ceux qui sont moins comme Jimenez, par exemple. C'est un grandeur défensivement. Je pense pas que du côté des Mariners, c'est plus de vedettes, comme J-Rod, comme Cal Raleigh, offensivement, ou Josh Naylor même. Mais côté de sa profondeur, au deuxième but, Cole Young, qui a une bonne première en série cette année, mais reste quand même un point d'interrogation. Même chose au niveau de Chantwell, avec Victor Robles et Luke Riley. Il y a un peu, on ne sait pas vraiment qui va être le starter au Chantwell. Luke Riley semble avoir pris une bonne option. Je pense qu'il y a 3-4 circuits déjà depuis le début de la saison. Donc, c'est sûr qu'il est sur la bonne voie, mais c'est quand même pas un joueur, une grosse vedette offensive. Mais sinon, tu regardes le reste de l'alignement, bon, Randy Arozarena au champ gauche, on sait ce qu'il peut amener. Surtout en série, c'est un des joueurs les plus clutch des majeurs. J.P. Crawford aussi, un très bon shortstop, défensivement également. Puis les lanceurs, ben, on en parlait, c'est un excellent staff, un excellent personnel, qui soit au niveau des releveurs, puis soit amélioré aussi en allant chercher José Ferrer des Nationals en échange de Harry Ford, qui vient un peu solidifier ce setup-là. Mais vraiment, c'est une équipe très intéressante. Je pense que c'est vraiment leur année, selon moi, sans vouloir trop m'avancer. J'y vois beaucoup dans ma soupe, autant que les White Sox. Mais ouais, je pense que j'ai des grosses attentes envers les Mariners cette année. Je serais pas surpris de les voir en série mondiale, de spoiler, pour la suite des choses. Passons maintenant envers leur plus grand rivaux pour le titre de cette division-là, les Astros de Houston. Les Astros qui ont manqué les séries l'an dernier pour la première fois depuis 2016. Et cette année, il y a eu des gros changements au niveau de la rotation. Framber Valdez qui quitte pour Détroit, on en a parlé plus tôt, mais également Tatsuya Imai qui s'en vient en provenance du Japon. C'est quoi vos attentes pour les Astros, un peu, cette équipe-là qui a beaucoup de vétérans? Moi, j'ai réfléchi. Écoute, maintenant, ils en ont perdu une bonne là, avec Valdez. C'est sûr que ça va faire mal. Bon, ils ont Hunter Brown qui est là, mais en même temps, il ne peut pas être tout seul non plus. Hein? Bon, Brian Abreu en relève, OK. Là, tu parles du japonais, là, honnêtement, je le connais moins un peu le japonais, fait que je ne vais pas trop m'avancer, là. Mais écoute, côté lanceur, c'est sûr que avec cette perte-là de Valdez, ça va faire mal. Là, donc, je les vois pas finir dans le top 2, ça c'est sûr, de la division, là, avec cette perte-là. Ben, écoute, Alvarez aussi, qui est là.
Mais pour te donner une idée un peu de Ouais, pour japonais. Tatsuya Imai, dans les 4 dernières années en NPB, il y a une moyenne de points mérités en bas de 2,5, 1,92 en dernier seulement. Vraiment un lanceur aussi qui va beaucoup de strikeouts, autour de 9 strikeouts par 9 manches, son ratio. Donc c'est un lanceur de qualité. C'est pas un 2 de pique. On s'entend. Fait qu'il vient comme un peu remplacer Ouais. Sauf que Valdez. avec l'adaptation, on ne sait jamais un peu ce qui peut se passer. Penses-tu que c'est une meilleure version ou plus. C'est une bonne question, mais je pense que c'est 2 lanceurs quand même différents. Dur à dire. Ouais. Mais est-ce qu'il a joué jusqu'à. Excuse-moi, là, y a-t-il joué? Je pense qu'il y a eu un départ, je crois. Ouais, il y a eu un départ, je pense, en fin de semaine. Je vais essayer de te trouver sa stat line, ce sera pas bien long. 2 manches, 2 tiers, 4 retraits sur des prises. Il a donné quelques points. Si je me souviens. Il a donné quelques points, je pense. Mais je pense que pendant que tu cherches, je vais dire mon opinion, même si elle n'est pas demandée. Vas-y. Mais je pense que on dirait que je l'imagine un peu comme. C'est vraiment pas une bonne comparaison, mais je pense qu'il va avoir un certain impact, un peu comme Imanaga a eu avec les Cubs. OK. Un bon lanceur, je pense pas qu'il va rien briser dans les majeurs. Là, je le vois pas gagner Cy Young, je le vois pas être dans la conversation pour un top 25 meilleur lanceur de la Ligue. Mais je pense que c'est un bon lanceur à avoir dans la rotation. Il amène beaucoup de whiff, il amène beaucoup d'élan dans le vide. Puis beaucoup de balles au sol. Fait que je pense que c'est ce que tu veux d'un lanceur. Là. Tu veux des balles au sol ou des balles faiblement frappées. Mais c'est pas un lanceur qui va épater par son stuff comme un Paul Skeens ou même un Tariq Skubal ou peu importe. C'est vraiment un lanceur qui va venir. Il va faire une job honnête à chaque match. Puis je pense que le premier match, c'était peut-être sorti là, un peu du chemin. Là, mais ouais, c'est 4 points mérités en 2 manches, 2 tiers. Là. Mais je pense pas que ça va. Je pense qu'il va finir quand même un bon 2-3 dans une rotation. Puis les Astros vont être contents. Ouais, ça. Par contre, le reste de la rotation des Astros, à part Brown et Imai, Brown qui a pris un très gros step l'an dernier, le reste de la rotation, c'est des points de régression. Surtout au niveau des blessures. Lance McCullers, on sait qu'il a raté une longue période. Dernièrement, je pense qu'il n'a pas lancé pendant 2 ans avant de faire son retour l'an dernier. Christian aussi vient d'une le reste de la rotation. C'est des joueurs qui ont de l'expérience dans les majeurs. Donc, je ne sais pas vraiment quoi en penser de cette équipe-là. Burroughs, qui, oui, a un bon changement de vitesse, un bon arsenal, mais a quand même connu un relativement difficile. Du côté des releveurs également, c'est quand même assez solide sur papier. Je sais que c'est des blessures, encore une fois. Nate Pearson, on le sait. Ceux qui sont connus avec les Blue Jays savent que c'est pas le meilleur en ce qui a trait à être capable de rester en santé. Même chose du côté de Josh Hader. Hader. Je pense que. T'as bugué. Je pensais que ça allait déconnecter. Je pensais que ça allait déconnecter. Je voulais juste finir ta phrase. Je savais où tu t'en allais, mais OK. tu peux.
Ben ouais, bon, c'est ça, j'ai perdu quoi? Ah oui, c'est ça, la tour la relève qui est quand même assez solide, mais ça, encore une fois, les blessures, même chose au niveau d'alignement. En fait, pour l'alignement, c'est quoi vos attentes? Je sais qu'au niveau du champ extérieur, il y a des. C'est pas très solide, c'est pas les équipes c'est pas la chose qu'on connaît habituellement. Puis au niveau du champ intérieur, c'est des vétérans. Altuve, Walker, Correa, c'est pas des genoux. Là. En fois les blessures, ça va être ça qui va être à surveiller. Ben, moi aussi, je pense que c'est un peu ça, mais je gagerais pas contre cet alignement de frappeurs-là non plus. Là. C'est des joueurs qui ont prouvé durant leur carrière complète qu'ils ont été des bons joueurs. On pense à Altuve, Correa, Peña qui a connu des bonnes années, des moins bonnes, mais qu'au final, ça reste quand même un excellent joueur d'arrêt-court. Puis je nomme tous ces noms-là sans nommer Jordan Alvarez. Là. Je prenais pour acquis que c'est probablement le meilleur frappeur désigné autre que Ohtani, là, bien sûr que. Oui, évidemment. Mais c'est un des meilleurs frappeurs désignés là, de la Ligue, si ce n'est pas le meilleur de l'américaine. Mais Yainer Diaz comme receveur, il a toujours eu des bonnes saisons au bâton quand même pour sa position. Fait que c'est une équipe qui va probablement surprendre, j'ai l'impression. Mais c'est sûr qu'ils sont un petit peu sur la fin disons, fin de la montagne russe. Puis, ouais, c'est la fin d'un cycle. La croisée des chemins va arriver bientôt, à savoir si on essaie de pousser une petite dernière fois ou est-ce qu'on s'enligne plus vers un virage jeunesse. Justement, tu amènes la question. Si, mettons, c'est une catastrophe, est-ce qu'il y a Altuve part? Qui part selon toi? Moi, je pense Altuve, je pense qu'il est là pour rester. Là. C'est un peu un favori de la foule, etc. Mais je pense que au final, même s'ils connaissent une moins bonne saison, ça va revenir avec sensiblement le même alignement l'année prochaine. C'est le même noyau de joueurs un petit peu plus vieillissants, puis on va essayer de greffer quelques jeunes joueurs ou quelques joueurs un peu plus de rôle, etc., en espérant d'arriver à une présence en série. Mais j'espère que Cam Smith devienne soit une surprise pour les Astros, puis qu'ils viennent se greffer un peu à eux, mais je pense qu'on va pousser jusqu'à la fin avec ce groupe-là. Mm-hmm. Écoute, je ne serais pas surpris. Là. En plus, avec ce qu'ils ont donné, je pense qu'ils ont mérité le droit de. Un peu comme. C'est un mauvais exemple, mais un peu comme les vétérans des Pingouins, de choisir s'ils veulent partir ou s'ils veulent rester à Houston. Cette équipe-là, c'est rendu quoi 3-4 fois en série mondiale, a remporté 2 titres. C'est rendu en finale, en LCS 7 ans de suite à peu près. Donc, c'est vraiment comme une dynastie qui commence à prendre fin. On va s'en parler plus tard, quand on fait notre classement d'addition, mais personnellement, je suis pas sûr qu'ils vont être capables d'en faire assez pour se rendre en série dans un portrait d'américaine qui va être très, très, très serré, selon moi. Laurie, est-ce que tu partages? Bien sûr que je partage. Ben, je l'ai dit un peu là, tantôt. Là. Je vois pas les Astros faire les séries, là, mais c'est surtout, je pense qu'on l'a dit, là, c'est surtout que c'est une équipe qui vieillit, là, malgré que des joueurs comme Altuve ou Correa, ils peuvent encore performer, mais en même temps, ils vieillissent, fait qu'éventuellement, les jeunes vont prendre la place. Là. Mais vous avez pas mal tout résumé, un peu ce que je voulais dire, là, donc je ne répéterai pas, mais je suis d'accord que je vois pas, j'ai pas des grosses attentes là, envers les Astros. Là. Ouais. Parlant de ne pas avoir des grosses attentes, vous amenez un peu dans l'envers du décor du podcast. Avant chaque épisode, je fais un peu une tour des sites, des podcasts, pour un peu trouver des sujets.
Les Rangers, j'avais tellement rien. Je trouve que c'est une équipe tellement pas inspirante. Je sais comme pas trop quoi dire sur eux. Donc, je vais vous laisser un peu parler des Rangers. C'est quoi vos attentes pour cette équipe-là? Oui, mais on dirait que je me sens un peu à part à aimer cette équipe-là, puis d'être confiant pour le futur. Là, on dirait que OK, je me sens un peu exclu, mais c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup, pour être honnête. On dirait, je pense que être allé chercher Mackenzie Gore, c'est un gros morceau pour les Rangers, mais moi, ce qui me rend le plus heureux dans cette équipe-là, c'est enfin, on voit Jack Leiter comme un rocker ensemble. C'était supposé être les Vandy c'est Boys. ça, c'était supposé être le monstre à deux têtes pour cette rotation-là. C'est rendu à quoi, 25 ans, chaque 25-26. C'est le temps pour eux de, je pense, 25 Leiter, puis sûrement 26 rock. Comme un rocker qui a été repêché avant. Exactement. Mais c'est ce qui m'excite de cette équipe-là, c'est ça, c'est de voir ces deux gars-là aller. Puis avec Mackenzie Gore, de dire, OK, ça, c'est le futur pour cette équipe-là dans la rotation. Puis Leiter, on a vu des bonnes, on a vu des moins bonnes choses. Mais c'est beaucoup de potentiel dans ces trois bras-là. Puis du côté de l'alignement, c'est Wyatt Langford puis Evan Carter. Pour moi, c'est comme... C'est ce que j'aime de cette équipe-là, c'est le noyau qui se bâtit, là. Evan Carter, il avait très bien commencé sa carrière en 2023, on s'en rappelle, en série. Il avait vraiment exo. Par contre, depuis dans les 2 saisons après, ça a été quand même plus difficile. Pense qu'il peut reprendre cette magie-là, justement, qu'il avait l'année d'Asie mondiale. Il y a toujours eu un bon potentiel. C'est pas un joueur qui va frapper 75 circuits ou n'importe, mais je pense que ça reste sans être un joueur qui est exceptionnel, je pense que c'est le style de joueur que tu te dis, OK, bon, mais j'ai ce joueur-là dans mon champ-centre. Je suis heureux avec ça, puis je suis content. C'est un bon joueur de champ-centre défensivement. Offensivement, il amène de la vitesse, il amène sensiblement des bonnes apparitions au bâton là, pour la majorité que j'ai écoutée, même si je ne cacherai pas qu'il ne frappe pas pour 300 non plus l'an dernier puis l'autre année d'avant, mais c'est un gars qui a une des bonnes présences au bâton, puis c'est ce que je trouve le fun, c'est de dire, OK, on part avec ça. Puis, Wyatt Langford, c'est selon moi un excellent joueur qui va en devenir. Là. C'est déjà un bon joueur, mais je pense que plus que ça va aller, meilleur qu'il va devenir. Puis, je suis quand même très optimiste là, pour cette équipe-là. Là. C'est un peu comme toi avec les White Sox, mais les Lakers, ouais, toi, ça plus d'allure. C'est un petit peu de dire on a notre noyau, puis là, on veut voir si ce noyau-là est capable de nous amener loin. Là. Ouais, ben, écoute, je dis pas que c'est une mauvaise équipe. Parce que sur papier, c'est un très bon line-up. Oui, comme tu as dit, Wyatt Langford, c'est une future vedette du baseball. On a cherché Brandon Nimmo pour venir un peu remplir un rôle de vétéran, qui est quand même capable de produire encore également. Pour la suite des choses, ça risque d'être plus difficile, mais pour les 2-3 prochaines années, ça risque d'être possible. Corey Seager, il va rester Corey Seager, dans le sens que c'est un joueur très productif qui va continuer à produire autant. Puis la rotation également, Jacob deGrom, qui n'est plus le lanceur qu'il était quand il gagnait le Cy Young puis qui dominait avec les Mets, mais qui reste Jacob deGrom, une très bonne saison l'an dernier. Ovaldi, même chose, très bonne saison. L'acquisition de Gore est très intéressante. Mais je vois cette équipe-là comme étant un peu dans un purgatoire du baseball, dans le sens que c'est une équipe qui va finir peut-être un peu en haut de 500, mais qui ne fera pas les séries, mais ne va pas être trop poche pour faire parler non plus. Donc, ils sont comme pris un peu
tu sais pas trop où aller parce que l'américaine est tellement loadée, selon moi, que c'est pas un line-up qui fait série, c'est pas un line-up non plus qui va finir avec 60 victoires. Donc, c'est un peu entre deux. Là. Mais il y a des pièces intéressantes dans cette équipe-là, bien sûr. Si vous avez besoin d'un dernier argument pour regarder les Rangers, peut-être la dernière saison d'Andrew McCutchen. Ça peut toujours être intéressant. Ben justement, écoute, je voulais en parler. Mais avant de ça, toi, Laurie, qu'est-ce que tu penses des Rangers? Les Rangers, ben c'est parce que tu l'as dit un peu, là, c'est comme une équipe entre deux. Là. Puis, ben honnêtement, moi, avant chaque épisode, j'ose avec mon copain qui est bien fan du baseball, de la MLB. Puis, j'osais justement les Rangers de. Tu sais, y a-tu des trucs. Tu sais, je prends ses conseils, là, on va dire. Là. Là, j'y demandais, tu sais, les Rangers, y a-tu. Tu sais, à part Seager, Langford, y a-tu quelque chose d'intéressant? Puis, il était genre, ben, ils sont vieux, puis c'est une équipe correcte, tu sais. Tandis qu'il y avait plein de choses à dire sur les Mariners, tu sais, sur les Astros, les Angels. Même les Angels avaient des choses à dire, mais là, c'est les Rangers. Qu'est-ce que je peux dire sur les Rangers, tu sais? Fait que j'étais un peu dans le même conflit que toi au début quand tu voulais faire ton petit... ma recherche. J'étais un peu dans le même... dans le néant un peu, mais tu sais, je veux dire, vous l'avez un peu résumé, là, c'est une équipe qui sont vieux, ils ont des bons joueurs, ils devraient être entre les deux. Ils pourraient surprendre aussi, finir deuxième. Comme ils pourraient juste être troisième, quatrième, puis on n'en entend pas trop parler, tu sais. Fait que... c'est ça. Ouais, j'étais un peu dans le même bateau que vous, là. Ouais, je comprends ça. Ben, tu parles des Angels, justement, on va en parler plus tard. Selon moi, c'est une des équipes les plus intéressantes de la saison. C'est pas nécessairement pour des bonnes raisons, mais il y a quelque chose à parler sur eux. Mais bon, Finn, tu parlais justement de Andrew McCutchen, un dernier tour de piste. Coach, question pour toi. Penses-tu qu'il sera en Wall of Fame? Je sais pas, mais petit aparté, c'est peut-être son troisième dernier tour de piste parce que c'est son dernier tour de piste, mais fait que je sais pas s'il va peut-être en avoir un quatrième finalement. Mais ça, c'est un autre. C'est ce qui m'a fait rire du tour de piste parce que dans ma tête, je le vois pas arrêter, mais je pense que c'est un sérieux candidat. C'est un gars qui a été aimé partout où est-ce qu'il a été. Là, je parle pas nécessairement du joueur, là, mais parce que je pense que juste par ses performances, il mérite d'un sens. Et si Andrew Jones est rentré au Temple de la Renommée, pourquoi est-ce qu'Andrew McCutchen ne rentrerait pas? Je pense qu'au final, ça reste un vote des journalistes. Puis Andrew McCutchen a été aimé par tout le monde. Il a marqué d'une certaine façon une génération. Il a joué à Pittsburgh pendant multiples années. Gagné un MVP aussi. Ça a toujours. Moi, je pense que si, peut-être pas à sa première année d'éligibilité, là, des fois, on se fait prendre avec d'autres personnes qui sont disponibles aussi. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'il va la prendre. Puis on ne sait pas qui d'autre va la prendre en même temps que lui, mais je pense que ça va être un sérieux candidat à chaque année. S'il ne rentre pas, ça va être un... Je vais trouver ça plate, personnellement. Ben, écoute, moi, je vois sa candidature un peu comme celle de Andrew Jones. Tu disais, c'est un genre de gars qui ne rentrera pas à sa première année d'admissibilité, mais qui va monter petit à petit dans le vote jusqu'à temps pour finir par se rendre à 75% éventuellement. Mais ce qu'il a fait, ça passe sous le radar parce qu'il faut à Pittsburgh, puis les Pirates sont les Pirates. Mais ça a été vraiment un joueur très constant à son époque. On a dit un MVP en 2013. 2013 ou 2012, dans ces années-là. C'est rendu en série également
pendant 3 ans consécutifs, en 2013, 2014 et 2015, avec les Pirates, les seules apparitions en série des Pirates, en fait, depuis 1992. Donc, c'est vraiment un peu le corps et l'âme de cette équipe-là. Puis, ce qu'a fait également à Philadelphie, à Milwaukee, bon, ça n'a pas été exceptionnel, mais il a quand même rendu des fiers services en fin de carrière, justement. Puis je pense qu'il pourrait avoir ça cette saison aussi. Même que, par contre, faire une aparté, il y a 2 semaines, on parlait de la centrale nationale. Toi Phil, tu étais malheureusement pris dans le trafic. Mais je comprends pas pourquoi que les Pirates n'ont pas décidé de le ramener. Oui, tu as une trolley de Von Char cette année. Puis tu décides d'aller chercher Marcel Ozuna, qui à 37 ans ne connaît pas le meilleur début de saison présentement. Donc tu ne peux pas utiliser vraiment pas ce DH, mais je ne vois pas comment tu ne vas pas faire de la place pour c'est ça, comme j'ai dit, le corps et l'âme de ton équipe des 15 dernières années pour une dernière saison qui soit sur le banc ou comme un platoon, peu importe, comme tu as fait dans les dernières années, parce que même s'il a ralenti, ça reste que l'an dernier, il y avait une WRC Plus de 90. Ça reste quand même... Bon, oui, c'est en dessous de la moyenne, mais ça reste quand même respectable. C'est pas comme si c'était un retrait automatique à chaque présence au bâton. Puis je pense que les Pirates, encore une fois, Bob Nutting, le propriétaire, qui continue de prouver que c'est un des pires propriétaires du sport en prenant ce genre de décision-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Phil, mais je sais pas... mettons que les Pirates me déçoivent Moi encore. aussi, je me dis, tu n'as pas une équipe compétitive. C'est un choix. J'ai l'impression que des fois, il faut faire un petit choix pour le public, pour faire plaisir aux partisans, pour les peu de partisans que les Pirates ont. Mais je pense que si Coach était allé dans une équipe genre extrêmement contender, s'il avait signé par exemple avec les Dodgers, avec les Mariners, avec une équipe que tu dis, OK, il va aller loin en série, je me dis, OK, peut-être que c'est lui qui se disait comme, OK, ma dernière année, je veux aller chercher une bague, je veux faire une poussée, d'avoir vu les Blue Jays, par exemple, l'année dernière, contre les Mariners, c'est du baseball exceptionnel. Il s'est dit, je veux jouer dans ces moments-là, mais le voir aller avec les Rangers, on dirait que c'est pas nécessairement pas un fit pour moi, mais la seule façon que je le voyais partir des Pirates, c'était d'aller dans une équipe qui allait aspirer aux grands honneurs puis pas aller là. Fait c'est un peu mais pourrais-tu pas changer sur la saison? Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, je me dis tant qu'à... Moi, tant qu'à aller là, il aurait pu aller... si... il aurait pu rester avec les Pirates. Mais peut-être qu'il finira pas l'année avec les Rangers non plus. Là. Ça, c'est une autre possibilité. Ouais. En tout cas, on espère que que sa dernière saison, son quatrième dernier tour de piste va être meilleur que celui de Chris Paul, pour ceux qui suivent le basket. Et c'était la fin du segment basket de l'épisode. Passons maintenant à une équipe qui m'intéresse quand même beaucoup. Les Aces, qui de nulle part. Qui ont, selon moi, un des meilleurs line-up. En fait, un des meilleurs alignements des majeurs, un alignement très intéressant. C'est du côté des lanceurs que ça se gâte, mais c'est un... Mais si on regarde juste à l'alignement, il y a Nick Kurtz, évidemment, la recrue d'année au premier but, qui a été excellent. Shaylen Gilliers, qui, pour ceux qui ont écouté la série contre les Blue Jays, en fin de semaine, début de sa saison sur les chapeaux de roue. Au champ extérieur, Lawrence Butler, qui avait connu une saison recrue en 2024 absolument électrique. Tyler Soderstrom, qui est très constant. Même chose pour Brent Rooker, qui peut donner un 30 circuits de manière constante. Jacob Wilson, qui est très bon au top de l'alignement. Ainsi que l'autre, Max Muncy,
qui est au troisième but, à ne pas confondre avec celui des Dodgers. Je pense que c'est l'un des 5 meilleurs alignements des majeurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez que les Aces peuvent se rendre je ne dirais pas en série, mais se battre pour une place pendant un bon bout? Moi, je pense que oui. C'est une équipe assez jeune. C'est sûr que là, leur inexpérience pourrait jouer contre eux, là. Mais comme ça pourrait jouer pour eux aussi, là, donc c'est comme un petit peu un couteau à double tranchant. Mais je pense qu'ils peuvent être dans la course. Je veux dire, avec Nick Kurtz qui est là aussi, qui va vouloir prouver que la saison dernière, qu'il peut, dans le fond, continuer sur sa lancée de la saison dernière, dans le fond. Donc non, moi je pense que j'ai hâte de voir leur performance. C'est une équipe quand même excitante à regarder. Ils sont assez jeunes, comme j'ai dit. Donc, tout est possible. Puis c'est possible aussi qu'ils finissent plus bas que qu'est-ce qu'on pourrait penser à cause que l'équipe est assez jeune. Mais en même temps, ils ont quand même rajouté des vétérans là, comme Jeff McNeil pour venir peut-être supporter un peu la jeunesse. Donc, moi, je pense que c'est une équipe assez intéressante à suivre au courant de la saison. Mm-hmm. Je ne m'éterniserai pas trop longtemps parce que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais mon seul commentaire, c'est attachez vos ceintures parce qu'une fois que les Aces sont à Las Vegas, je pense que ça va fêter là-bas. Là. J'ai l'impression que cet alignement-là, il va prendre l'expérience. Puis une fois à Vegas, on ne reverra plus les mêmes 5 lanceurs dans la rotation. Ça va être beaucoup plus généreux en termes d'argent et de contrat. Donc, moi, je vous dirais attachez vos ceintures parce qu'une fois que les Aces qui sont à Vegas, je pense que ça va être un problème pour les autres équipes dans l'américaine. Effectivement, il risque. John Fisher risque enfin de dépenser un peu plus une fois rendu à Vegas, mais c'est un sujet pour une autre fois, mais ça, c'est s'il se rend à Vegas, parce qu'il y a quelques problèmes du côté de la construction du stade, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais c'est un dossier qui est loin d'être fini. Là. Puis en tant que partisan des Aces Oakland, je souhaite pas qu'il y ait du malheur à cette équipe-là, à cette équipe en tant que telle, mais je souhaite du malheur aux propriétaires. Puis, je pense que ce dossier-là était mal géré. Bon, en tout cas, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Passons maintenant à Léo DeVries, la pièce maîtresse du retour de l'échange de Mason Miller l'été dernier. Est-ce que vous voyez un rôle pour lui cette saison avec les Aces? Je pense que c'est très tôt encore, là, 19 ans. Il a connu quand même, il y a eu quand même des bons chiffres dans les mineurs, mais je pense qu'il n'y a pas de stress non plus à l'apporter vite, là, dans le sens qu'on a déjà notre avant-champ qui est bien seté. Là. Je ne le vois pas passer sur Jacob Wilson à l'arrêt-court. Ça serait avec Jeff McNeil au deuxième but. Là. C'est là que ça se joue, mais je pense qu'on va être patient, peut-être un peu la stratégie des Aces de manipuler un peu le temps de service, de sauver un peu d'argent avant de l'amener, mais en même temps, on dit ça, mais on voit les jeunes joueurs qui signent à long terme. Donc, mais je pense que ça va être un petit peu de la patience là, avec le jeune joueur d'arrêt-court. Mm-hmm. Ouais, je pense que je suis d'accord. Je vois pas. À 19 ans, il est encore très jeune. Il est quand même assez justement en anglais, raw comme espoir. Il y a quand même beaucoup de choses à polir dans son jeu, même si le potentiel est là. Puis je pense que Jeff McNeil ne sont pas prêts à s'en débarrasser tout de suite, du moins à reléguer au banc. Puis je pense que sa présence de vétéran, comme il a dit, ça vient un peu supporter cette équipe-là qui est très jeune. Puis c'est ça. Je pense que, comme Kevin dit, les Aces aiment ça un peu jouer dans le service time et dans l'autonomie. Fait que je pense peut-être qu'il serait. Je serais pas surpris de le voir arriver en septembre
donner quelques présences au bâton, quelques matchs un peu dans le corps pour qu'ils s'habituent pour 2027 après ça prendre un rôle. Mais cette année, je pense que c'est un peu trop tôt. Même si l'alignement est très excitant du côté d'Oakland, Sacramento, le personnel danseur en arrache beaucoup. Là. C'est sûr que le fait de jouer dans un stade de 3A pour la moitié d'année, ça n'aide pas. Ça n'aide pas la cause. La balle voyage beaucoup dans ce stade-là. Mais c'est là que la ballonne un peu à des gonfles en regardant les Aces. Luis Severino, on sait ce qu'il est capable de faire en 2024 avec les Mets. Ça a connu une très bonne saison. Avec les Yankees aussi, avait connu une bonne carrière, même si il se blessait souvent. Sinon, Jeffrey Spring et Aaron Seville, c'est des lanceurs qui sont là pour manger les manches, pour te donner des balles de qualité. La relève, écoute, il y a moins gros anti sur eux. Je pense qu'il y a mieux que c'est parce que c'est pas fameux. Là. Hogan Harris, Mark Leiter, qui peut être intéressant. Scott Barlow, même chose, mais je pense que c'est des gars qui sont là juste en attendant d'être échangés dans la période des échanges juillet, à la fin du mois de juillet. J'ai vraiment aucune motivation à regarder ce président de lanceur lancer. Si j'étais un fan des Aces, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est là un peu que le bas blesse avec cette équipe-là. Ben, je suis d'accord. Mais au moins, ça va être des matchs à haut pointage. Oui. Fait qu'au moins, on va avoir beaucoup de points. Là. Fait que c'est peut-être ça pour les fans de baseball. Ouais, les fans des A's, ils n'aimeront pas trop ça. Là. Mais pour les fans de baseball... Ça va être du baseball offensif, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a peut-être ça positif pour les fans qui sont pas fans des A's. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent là, du côté des partants de la relève. Donc, écoute, ça va être pointage élevé. Ça va être des matchs qui vont être intéressants peut-être à regarder pour ces raisons-là, mais ça ne sera pas pour les lanceurs, ça c'est certain. Non, c'est ça. Je pense qu'ils sont un peu pris pour l'instant, ils sont pris dans le même problème que les Rockies au Colorado, dans le sens que tu es dans un stade qui est très favorable au circuit, au double, au coup de plus d'un but. Fait, je pense que typique A's n'ont pas nécessairement voulu dépenser beaucoup dans les lanceurs parce qu'au final, tu n'as pas nécessairement pas intérêt, mais tu n'as pas beaucoup de plus-value d'aller chercher des bons lanceurs. Puis on a vu des gars comme Severino, c'est des contrats monstres. Puis si je me fie aux Rockies, c'est beaucoup de lanceurs partants avec les Rockies qui ont des contrats incroyablement élevés. Pour qu'ils viennent lancer. C'est ça. Donc je pense que c'est un peu le même problème avec les A's. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas un excellent staff de lanceurs, mais au final, je pense qu'ils ont fait le mieux qu'ils ont pu avec les éléments qu'ils pouvaient. Là. Mais justement, Yuka Chiarito, qui est encore agent libre au moment qu'on se parle, je vois pas pourquoi que les A's n'ont pas essayé d'aller le chercher, parce que ça viendrait justement solidifier un staff de lanceurs qui, oui, manque d'expérience, de talent un peu, mais c'est ça ça peut pas nuire, là. Ou même au Minnesota ou à Atlanta. Je vois pas vraiment pourquoi il y a personne qui a été chercher. Quand même une saison correcte l'an dernier avec les Red Sox. Donc c'est ça, du côté de Giolito. Non, c'est ça. Et les Red Sox et les Nationals, je me souviens plus. Là. Mais ouais, c'est un lanceur qui aurait pu intéresser ces équipes-là. Parlant d'une équipe qui aurait eu besoin de Giolito, les Angels, qui ont pris beaucoup de paris du côté dans la rotation. Alek Manoah s'amène
avec cette équipe-là. Même chose pour Grayson Rodriguez, l'ancien espoir de qualité des Orioles qui s'amène dans cette rotation-là, qui contient également Yusei Kikuchi, José Soriano et Reed Edmers. Il y a des paris intéressants à Anaheim, mais pensez-vous que c'est des paris qui sont capables de hit, pour prendre un peu le vocabulaire des gamblers? Ben, plus que tu as de billets de loterie, plus que tu as de chances de gagner. Je pense que c'était un peu l'idée des Angels. Là, il y a beaucoup de joueurs dans l'alignement aussi que c'est des points d'interrogation, mais juste si on regarde les lanceurs, c'est Reed Detmers qui a connu des années en dents de scie un peu dans les dernières années. On l'a utilisé comme releveur, on l'a utilisé comme partant, mais il a déjà lancé un match sans point de coup sûr dans le passé. Ah, c'est vrai, ça. Ça reste quand même il a toujours quand même rendu des bons services aux Angels, mais il n'est jamais devenu le lanceur qu'on s'attendait. Mais je pense qu'on est allé sur la masse. Là. On s'est dit, Manoah, Rodriguez, c'est des joueurs qui... Manoah qui a connu une excellente saison avec les Blue Jays, peut-être une et demie, là, si on va gratter un peu, mais Grayson Rodriguez n'a jamais été capable de devenir le lanceur que tout le monde s'attendait. Tout le monde le voyait être le futur as partant des Orioles à Baltimore, mais je pense qu'au final, les Angels, c'est ce qui est intéressant, c'est beaucoup de points d'interrogation, que ce soit dans l'alignement ou dans les lanceurs. Puis je pense que s'il y en a 2 ou 3 qui ressortent de le gagnant, les Angels ressortent gagnants aussi. Oui. En tout cas, du côté des lanceurs, ça part mal, puisque les deux sont blessés. Rodriguez et Manoah, qui débutent la saison sur Fridalis, est blessé. Rodriguez, d'ailleurs, c'est parce que je ne sais pas trop c'est quoi sa blessure, mais c'est écrit Dead Arm en regardant sur le site d'MLB. Donc, j'espère qu'il y aura une amputation en vue. Mais en regardant juste son historique, Rodriguez, c'est un lanceur qui a eu quelques opérations Tommy John. Sa rapide a descendu beaucoup dernièrement. Là, dans ses grosses années en tant qu'espoir, on voyait une rapide qui était proche de 100 à l'heure, même de manière constante dans les hauts 90, 100. Là, c'est 92, 91. Donc, quand on voit une rapide qui descend autant, c'est rarement positif. Puis Manoah, qui on sait, a connu des problèmes de coude, des problèmes d'épaule dans les dernières années avec les Jays aussi. Donc, ça s'enligne pas super bien du côté des Angels. Laurie, c'est quoi tes attentes envers cette équipe-là? Ouf. J'ai pas vraiment d'attente. En fait, tu parlais de paris payant. Écoute, ça pourrait être payant au point de juste finir, au lieu de finir 5e, ils finissent 4e, genre. Je vois pas plus payant que ça. Je pense que c'est surtout pour remplir les trous qu'il y avait, puis ils ont fait leur possible pour aller chercher des lanceurs potables pour compléter leur alignement. Mais tu sais, c'est ça. J'ai pas de grosses attentes. Je les vois peut-être finir 4e. Ils ont leur début de saison est correct, sans plus. Ils sont 4e en ce moment, mais encore là, il y a juste 5 matchs à jouer. Donc, tout peut changer. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je les vois pas plus haut à cause de leur alignement. Puis, écoute, ils font leur possible pour remplir ce qu'ils ont à remplir là, dans l'alignement. Donc, ouais, pas de grosses attentes. Là. Par contre, une place qui ne sera pas à remplir, c'est le champ-centre, parce que Mike Trout est de retour à cette position-là. Et là, on l'a vu en fin de semaine. C'est pas mal ça qu'il a fait parler chez les Angels. Est-ce que Mike Trout est de retour? J'espère que oui. Moi, j'aime bien. Fait que moi, je dirais oui, mais en même temps, il a 34 ans. Je veux dire, il lui reste pas beaucoup de... je veux dire, il lui reste encore 4 ans en son contrat, mais je veux dire,
il commence à être vieux, là, donc c'est sûr que s'il pourrait, genre, revenir à ses beaux jours, ça serait insane, mais écoute, il y a un bon début de saison, fait que pourquoi pas espérer que ça continue, là. Mais écoute, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui, mais je pense je veux dire, je le vois pas changer d'adresse parce que c'est un peu comme à trouver, là. C'est un peu la même chose, là, donc je pense que c'est un peu lui qui va décider s'il veut rester ou pas, mais il lui reste encore 4 ans, donc à voir, mais oui, réellement, je dirais oui, je suis optimiste. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée, mais en même temps, c'est un peu dur avec l'équipe qu'il a, avec la motivation de on continue bien faire, mais il n'y a pas vraiment les résultats qui viennent, mais en même temps, je trouve ça a pas mal été le même narratif tout au long de sa carrière. Ouais, c'est ça, exact. À part avec Ohtani, il n'a jamais été vraiment bien entouré dans cette équipe-là. Puis il a quand même réussi à gagner 3, 4 MVP. Donc, écoute, je pense pas qu'il va gagner un MVP cette année. Mais je pense que d'avoir quand même un Mike Trout en santé qui produit un 30 circuits, je pense que ça serait... Ça viendrait guérir quelque chose en moi, je pense. S'il y a un joueur qui mérite d'avoir du succès pour, en fait, notre génération qui devient des Honks, qui a grandi en regardant Mike Trout, s'il y a un joueur que je veux qui remporte une bague, qui a une carrière, une fin de carrière satisfaisante, c'est lui. Je pense que avec tous les services qu'il a rendus à Anaheim, comme tu as dit, c'est un joueur qui choisit sa destination. Mais justement, Phil, si les Angels se dirigent nulle part encore cette année, comme qu'il faudrait s'y attendre, ainsi que pour le futur, est-ce qu'on pourrait voir Mike Trout partir, si c'est pas cette année, l'an prochain, pour aller justement chercher cette bague-là qui lui manque, parce que c'est la seule affaire vraiment. Je sais pas, je penserais pas. Là. Je pense que, encore une fois, on revient un peu avec les. Je reviens sur la même idée qu'avec les Astros, mais je pense que les Angels vont garder Mike Trout jusqu'à la fin, puis je pense que lui aussi, c'est ce qu'il va préférer. Mais j'espère peut-être me tromper puis de le voir dans une équipe en compétitionnant en série, mais je pense que je verrais peut-être Mike Trout terminer sa carrière à Los Angeles. Là. Et non avec les Dodgers, bien sûr. Ouais, parce que c'est ça. Je regarde le champ extérieur des Dodgers, j'aurais peut-être besoin d'un Mike Trout. Ouais, mais... Ils ont assez de joueurs, les Dodgers. Ouais, mais je regarde le champ extérieur de toutes les équipes dans la ligue, puis ils ont tous besoin d'un Mike Trout. Là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, je pense que Mike Trout va rester, mais il mérite une bague. OK. Moi, avant de continuer, j'avais une question pour toi. Vas-y. Pour vous, en vrai. Tom, tu as parlé de Mike Trout, 30 circuits. Penses-tu qu'il va être le meneur dans les circuits de son équipe? Eh boy. Encore une fois, je pense que ça dépend d'ici. Si Jorge Soler peut reprendre une forme correcte, j'espère, il devrait dépasser 30 circuits. Si Zach Neto peut prendre un step, bon, c'est pas un frappeur circuit, mais si Zach Neto peut prendre un step pour aider cette équipe-là, si Josh Lowe peut revenir à la forme qui était les dernières années et pas l'an dernier, si Logan O'Hoppe peut enfin prendre ce pas vers l'avant. On l'a perdu, là? On a perdu un... Je sais pas. Je parle de ça depuis genre 2 minutes. Parce que ça fonctionne. Non, à Logan O'Hoppe, là. Ok, bon, c'est ça. Logan O'Hoppe. Ben, ça, je sais que réalistiquement, 30 circuits, ça devrait mener les Angels, mais c'est sûr qu'ils espèrent pas ça. Ok. Laurie? Écoute, il y a trop de si. Puis Mike Trout l'a prouvé qu'il pouvait le faire. Fait que moi, je dirais que oui. I'm a believer. Okay. Mais il faut quand même qu'il reste en santé. Ouais, c'est ça. Qu'il reste en santé. Ça, c'est beaucoup de si encore, mais s'il reste en santé,
oui, pourquoi pas. Je veux dire, l'alignement n'est pas superbe non plus. Fait que. C'est bon, Je vois j'espérais bien pas être que ça je vais dans mon bateau, mais sérieusement, je pense que Joada va frapper 40 circuits. Ah, ben oui, Joe Adele, c'est Moi, vrai. je pense que Joada peut pogner 40 si c'est pas 45 circuits. Ouais. Mais je me demandais si c'était un hot take de dire ça ou s'il y avait Ouais, des gens qui étaient d'accord en fait, avec moi. non, parce que je l'avais oublié, mais oui, effectivement, devrait dépasser les 30 circuits de Joe Adele. Là. Depuis 2 saisons, ça se passe très bien, ces affaires. Donc, c'est ça. Je pense qu'il pourrait être le meneur des Angels. Ok, je suis plus seul, merci. Ça fait plaisir. Merci. Avez-vous d'autres choses à dire sur la division en tant que telle? Non, je pense que Non. c'est une bonne division qui va être intéressante à suivre. Je pense que toutes les équipes ont plutôt un petit quelque chose, là, mais, mis à part les Rangers pour certains, mais Mais ouais, c'est une division quand même intéressante. Autant sur papier que sur le terrain. Passons maintenant à nos projections du classement, nos prédictions. Qui veut aller en premier? Écoute, je peux y aller. Vas-y, J'ai même the oublié floor en is yours. premier. Écoute, j'irai avec les Mariners en premier. Deuxième, même si j'ai dit que il était un peu ennuyant, ou en tout cas, on savait pas trop ce qu'elle allait faire, je vais y aller avec les Rangers. Après ça, je vais y aller avec les Aces. Après, là, j'ai... on va y aller avec les Astros. OK. Et là, attends un peu, là. Faut pas... Parce que là, les Aces sont comme derniers en ce moment, là. C'est ça l'affaire, là. Ouais, mais 5 matchs Ben à oui. jouer. Mais je sais bien que c'est juste 5 matchs, là. Mais en tout cas, on va continuer. Les Astros, après c'est les Angels. En 5e. OK. Ben écoute, quand t'es arrivé à SC sur la 4e position, j'étais comme, elle mettra pas des Angels en avant des Astros. Là. J'ai fait, hein. J'ai fait. OK, oh, ouais. Mais non, là, on va se calmer, là. Ouais, ça, je crois que t'abusais pour les hot takes. Là. Ouais, c'est ça. Je vais y aller en deuxième. Moi, je pense que les Mariners vont finir en premier, évidemment. Ce serait pas mon choix pour la série mondiale sinon. Mais ensuite, je pense que les Astros peuvent amener quelque chose d'intéressant. Les vétérans, je pense qu'ils peuvent se rendre à 85 victoires. Là. Être dans la course aux séries sans nécessairement les faire. Les Rangers, bon, ça va être 82, 83 victoires. Après ça, les Aces, je les vois dans les alentours de 500. Peut-être un peu moins. Puis les Angels, ben ça va être, écoute, 70 victoires, peut-être. Environ. Réalistiquement, là, si les paris ne payent pas. Ouais, ben, moi aussi, je suis pas mal d'accord avec toi, mais je dis je suis d'accord avec toi, mais je vois plus avec le classement de Laurie, là, dans le sens que je vois les Mariners, après ça, moi, c'est les Rangers, même s'ils sont pas très intéressants. Je pense que... Ça, tu vas me ramener toute ta saison. Hein? Oui, mais je pense qu'ils pourraient donner quand même une lutte pas si pire aux Mariners. Je dis pas qu'ils vont rafler la division facilement, mais je pense qu'ils vont donner une petite lutte surtout, là, je pense que jusqu'au match des étoiles, ça va être sensiblement serré. Là. Je vois pas les Mariners pas gagner cette division-là, mais je pense que c'est une équipe à considérer quand même. Puis après ça, ben là, les Astros jouaient les A's en 4e, puis malheureusement les Angels en dernier, là, même s'ils sont quand même intéressants. Ouais. C'est une équipe le fun à suivre, un peu comme les Nationals, je pense. C'est des équipes qui sont intéressantes à regarder, mais qu'on sait qu'on ne regardera pas jusqu'à ce qu'il y ait de la neige dehors. Ouais. Puis, parce que là, s'il y a de la neige en septembre, je pense que je peux tirer une balle, là, honnêtement. mais ouais, effectivement, je pense que c'est une équipe qui va être intéressante à suivre. Merci d'avoir été là, Philippe Larry. Très apprécié. On espère que vous avez apprécié également à la maison notre portrait de l'Ouest américaine. On va terminer cette semaine avec la nationale
j'ai recommencé. On va terminer notre portrait de l'Ouest national cette semaine avant de commencer les épisodes plus réguliers, là, où est-ce qu'on va aller sur l'actualité de la MLB à partir de la semaine prochaine. On va avoir 2 semaines environ de show de baseball de saison régulière derrière nous. Donc, on va pouvoir tous se faire un portrait du début de saison des équipes. Donc, merci d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié l'épisode. On vous invite également à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, TikTok également. Et on se reparle très prochainement pour un autre épisode de Notre Relève. Ciao tout le monde.